Comment être une puissance aujourd'hui? La notion de puissance est un statut et non un état. C'est un statut car celui-ci est soumis à variation. On va connaître un essor lorsqu'on est une puissance, une apogée, et puis, inévitablement, une fin. Aucune puissance ne peut être globale, aucune puissance n'est éternelle. Pour les États qui souhaitent s'affirmer comme puissance, il est essentiel de s'appuyer sur un domaine particulier de celle-ci. Ce statut de puissance est donc toujours incomplet et va induire de facto une hiérarchisation des différentes puissances. Regardons tout d'abord le déclin des puissances. Comment une puissance s'éteint-elle? C'est le thème que traite Paul Kennedy dans son ouvrage de référence qui est Naissance et déclin des grandes puissances. Un thème qui va obséder durant ces dernières décennies les grands mouvements politiques nord-américains. La plupart des grands empires qui ont dominé à un moment ou à un autre une région du monde ont aujourd'hui disparu. Une première explication vient que l'hégémonie peu à peu s'épuise. La puissance s'épuise parce que pour maintenir l'hégémonie ou soutenir la compétition avec les puissances rivales, certaines vont négliger les investissements liés au progrès technologique. Prenons un exemple, celui de l'Empire ottoman. Celui-ci s'est fortement développé à partir de la Turquie actuelle. Peu à peu, l'Empire ottoman s'est emparé du Moyen et du Proche-Orient, est descendu progressivement sur les deux rives de la mer Rouge, mais également a progressé au nord, en occupant les actuelles Bulgarie, Grèce, Hongrie, mais également les Balkans. Il y aura même le siège de la ville de Rome en 1529 et en 1683. Mais à partir du XVIIe siècle, l'Empire ottoman, peu à peu, va rentrer en déclin. Les fruits de sa puissance ne sont plus réinvestis dans des actions commerciales ou dans le progrès technique. En 1571, l'expansion musulmane en Méditerranée connaît un coup d'arrêt à la suite de la bataille de Lépante. Lépante étant située sur les rives de la Grèce actuelle. En effet, la Sainte Ligue, constituée par les flottes du pape, de Venise et de l'Espagne, vont faire cesser les razzias ottomanes en direction des rives de l'Italie. Les navires ottomans pillaient systématiquement les côtes et réduisaient alors les populations en esclavage. L'URSS disparaît pour des raisons relativement similaires. L'URSS n'a pas pu suivre la course aux armements, le rythme de celle-ci,
qui est imposée par les États-Unis. L'URSS va alors sacrifier le niveau de vie de sa population et bloquer tout investissement productif. Le secteur prioritaire devient alors le secteur de l'armement. Dès lors, la guerre froide est perdue, malgré les tentatives de réforme menées par Mikhail Gorbatchev en 1985. En 1991, l'Union soviétique implose et chacune des républiques la constituant devient un État indépendant. La Russie devient alors l'héritière de la puissance militaire soviétique, notamment nucléaire. Mais le président Boris Eltsine ne parvient pas à relever l'économie du pays, ni à endiguer certains conflits internes naissants, comme le conflit tchétchène. Un deuxième élément qui permet d'expliquer pourquoi une puissance rentre en déclin, est l'action des forces anti-refuge. Des puissances peuvent entrer en déclin car certaines régions souhaitent acquérir leur indépendance. Leur population se différencie du point de vue ethnique, religieux, de la population qui exerce le pouvoir. Les empires multiethniques sont particulièrement menacés par le sécessionnisme dès que le pouvoir central s'affaiblit. Au XIXe siècle, les populations chrétiennes des Balkans supportent de plus en plus difficilement les discriminations que les Ottomans musulmans font peser sur elles et sont stimulées par le mouvement des nationalités qui s'affirment ailleurs en Europe. Grèce, Serbie, Bulgarie, Roumanie acquièrent ainsi progressivement leur indépendance. La partie nord de l'empire musulman va alors peu à peu se désagréger. À partir de 1916, les populations arabes de l'empire se révoltent afin de se libérer de la tutelle turque. L'empire est alors emporté par la défaite et disparaît complètement en 1923, remplacé par l'État national turc. La disparition de l'URSS en 1991 s'accompagne aussi de l'indépendance des républiques soviétiques peuplées majoritairement de non-russes qui étaient issus des conquêtes de l'Empire depuis le XVIIIe siècle. Certaines puissances peuvent s'affirmer à nouveau après une période de déclin. C'est ainsi le cas de la Chine, qui après avoir été placée sous le joug des États occidentaux et du Japon durant le XIXe siècle et au début du XXe siècle, s'est de nouveau affirmée à partir de 1949. La Russie, depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine en 2000, réaffirme sa puissance. Tout d'abord, en se dotant d'une doctrine d'exaltation de la nation fondée à la fois sur son identité orthodoxe, son héritage impérial et son rayonnement à l'époque communiste. La hausse du cours des matières premières, dont les hydrocarbures, a permis de donner corps à ses ambitions. Le président Poutine apparaît comme un homme fort, capable de donner à nouveau au pays une influence, à la fois grâce à sa diplomatie, mais également à ses engagements militaires. Dans l'étranger proche, c'est-à-dire certains territoires ayant appartenu à l'URSS, et auparavant à la Russie tsariste, Vladimir Poutine s'appuie sur les minorités russophones pour affirmer la puissance de cette nouvelle Russie. C'est ainsi dans cette logique qu'en 2014, suite à un référendum, il procède à l'annexion de la Crimée, territoire majoritairement peuplé de Russes, mais appartenant alors à l'Ukraine. Après avoir regardé quelles pouvaient être deux des causes principales du déclin des puissances, intéressons-nous maintenant à la hiérarchisation de celle-ci. Premier terme à avoir en tête, c'est la notion de superpuissance. Ce terme a été créé pour répondre à la situation de la guerre froide où deux grandes puissances ont lutté pour étendre leur influence. Avec la disparition de l'URSS, Hubert Védrine, ministre des Affaires étrangères de la France, a développé dans les années 90 le concept d'hyperpuissance, terme visant à montrer que la domination des États-Unis était complète et sans contestation. Mais les attentats du 11 septembre ont mis à mal cette notion.
Deuxième niveau de puissance, les puissances moyennes. Lorsque l'on parle de puissance moyenne, on est face à des pays qui possèdent une influence grandement incomplète. Elle est généralement associée à l'idée de déclin. La France, le Royaume-Uni sont ainsi qualifiés de puissance moyenne, car elles comptent dans le monde grâce à leur rôle au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, à leur réseau d'ambassades et également à leur langue. Mais ces pays n'ont plus forcément ni les moyens militaires ni les moyens économiques de lutter à armes égales avec les grandes puissances. Troisième distinction à avoir, la notion de puissance émergente. Il s'agit ici d'une puissance qui connaît un essor et qui tend à devenir une grande puissance, en tout cas dans un futur proche. La Chine en est l'exemple parfait. Puissance émergente dans les années 2000, elle est aujourd'hui la deuxième puissance économique et vise pour 2050 le rôle de leadership mondial. Mais néanmoins, cette catégorie est contestable dans le sens où de nombreuses puissances émergentes ne parviennent pas à exercer une puissance internationale. Ainsi, le Brésil est certes une puissance économique, en tout cas en devenir, mais reste un pays qui reste culturellement et militairement peu influent. Et puis enfin, il y a les États qui souhaitent devenir une puissance. Certains pays cherchent alors à établir une influence et un poids économique et culturel croissant afin de devenir un pays qui compte. Le Qatar s'est ainsi appuyé sur ses ressources en hydrocarbures pour développer une diplomatie économique et culturelle en investissant dans les pays européens, en se positionnant dans l'économie du sport par exemple, avec le rachat du PSG, l'organisation des mondiaux de handball, d'athlétisme et la Coupe du monde de foot pour 2022. En conclusion, vous voyez assez vite que la notion de puissance est quelque chose qui est très variable et donc va s'appuyer sur des éléments subjectifs, des éléments fluctuants et sur une stratégie propre à chaque pays concerné. Néanmoins, la présidence de Donald Trump aux États-Unis a mis en évidence la fragilité du concept de smart power que l'on avait déjà rencontré, réaffirmant au contraire les éléments traditionnels de la puissance et de la rivalité entre nations. Dans un monde toujours plus multipolaire, les États misent toujours plus sur leur capacité d'adaptation, de modernisation, mis en évidence par la pandémie mondiale de Covid-19. Durant cette pandémie, les principales puissances mondiales ont montré leur difficulté à appréhender le virus, alors que, par exemple, les pays du nord de l'Europe, par leur développement, par leur modèle d'État, sont devenus pour certains une référence, voire une nouvelle forme de puissance.